triomphe, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et oui, comme chaque lundi soir, nous les retrouvons. Alors ce soir, uniquement Stéphane Pellet, parce qu'Aurélie Gros, c'est week-end. Je ne sais pas, ce ne serait pas le lundi de Pâques, je ne sais pas s'il y a une tradition. C'est ça. En tout cas, vous êtes tous les deux les co-présidents. Bonsoir Stéphane Pellet, co-président du G500 citoyen à l'origine du mouvement Idéal Citoyen. Un mouvement né, on le rappelle, c'est important, d'une certitude. Les citoyens, les agriculteurs, les jeunes, les associations sont les premiers à vivre les effets des crises climatiques, sociales, alimentaires et donc les premiers à proposer des solutions. Ça tombe bien, ce soir, nous parlons de ce qui nous relie tous, la terre que nous habitons, cultivons ou transformons. Dans un pays où plus d'un agriculteur sur deux partira à la retraite d'ici 10 ans et où les effets du dérèglement climatique touchent déjà 87% des exploitations agricoles, l'enjeu n'est plus seulement agricole ou environnemental, il est civilisationnel. Dans une première partie, nous évoquerons la question de l'eau, dans une seconde, celle de l'agriculture. Stéphane Pellet. Intimement lié, bien sûr. Évidemment. Est-ce qu'on peut ouvrir la première partie, Stéphane ? Avec grand plaisir. Donc, nous allons rejoindre quelqu'un qui a de grandes responsabilités et qui va d'ailleurs nous raconter son parcours et l'ONG pour lequel il dirige. Oui, Nicolas Imbert. Nicolas Imbert, Green Cross. Donc, il est directeur exécutif de Green Cross France et Territoire. Bonsoir Nicolas Imbert. Bonsoir et grand merci de nous donner la parole ce soir parce que à la fois l'eau et l'alimentation ont singulièrement besoin qu'on s'exprime pour parler d'eux, d'elles et de nous. Oui, en France, 1 degré de hausse en moyenne, c'est déjà plus de 25% de perte d'eau dans les sols agricoles. Alors d'abord, oui, il faut le dire, cette conférence qui va se tenir et ces débats qui vont se tenir dans quelques jours, les 2 et 3 mai dans la Drôme, avec des visites d'exploitation agricole, puis ensuite des débats dans différents villages, dont le petit village de Saint-Sauveur-Gouvernet, dans le parc des Baronnies. Tout ça prend sa place, vous savez, dans une sorte de tour de France, d'étape régionale du sommet citoyen, qui lui se déroulera les 13 et 14 juin à Lille. Et c'est pour ça que c'est très important, il n'y a pas que des grandes villes dans lesquelles on tient les débats, il y a aussi, comme vous l'avez dit, le territoire agricole. Vous savez que c'était des millions d'exploitations il y a encore quelques années, il n'y a plus que 370 000 exploitations agricoles. Ça veut dire que désormais, la France n'est plus tout à fait non plus autosuffisante, et notamment parce qu'il faut qu'elle fasse évoluer ses exploitations. Et là, on aborde des questions géopolitiques qui sont très prégnantes en ce moment. Alors, donc, Nicolas Imbert, directeur exécutif de Green Cross France et Territoire, donc travaille depuis des années à la croisée des chemins, ceux du climat, de l'écologie, des territoires et des politiques publiques. Nicolas Imbert, donc, dirige Green Cross, une ONG fondée par Mikhail Gorbatchev, l'ancien président de l'URSS qui a fait passer la glasnost et la perestroïka pour passer à un autre monde. Il y a des aspects de son parcours qu'on ne connaissait pas. Nicolas, bonsoir. Donc, on vous donne la parole ce soir d'abord parce qu'il faudrait nous dire qui vous êtes, quel est ce beau parcours qui vous mène jusqu'à cette grosse ONG Green Cross, et puis surtout la chance qui fait que vous êtes, disons, domicilié dans le sud de la France puisque votre poste est basé à Marseille. C'est vrai qu'il y a pire. C'est absolument. Et je suis à Marseille et j'étais également il y a quelques jours dans les Alpes et peut-être qu'on y reviendra quand on parlera de résilience d'eau et d'alimentation. Donc pour répondre à vos questions, je suis ingénieur de formation et ça fait 10 ans effectivement que j'ai rejoint cette association Green Cross qui est une ONG que je dirige et dont l'activité est d'aider et d'accompagner la résilience des territoires. Comment faire en sorte que les effets du dérèglement climatique qu'on constate très directement sur l'eau, sur l'alimentation, sur l'énergie, sur la santé, sur les modes de vie, puissent être anticipés
et qu'on trouve collectivement les solutions qui nous permettent d'aller de l'avant. Et alors, ces solutions, Nicolas Imbert, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les proposez? Et est-ce que vous pouvez les faire passer? Vous voyez les 3 échelons de la fusée. Alors, ça fait 50 à 60 ans que les experts du GIEC pointe le doigt dessus. Ça fait une vingtaine d'années qu'on les travaille et qu'on travaille au quotidien. C'est ce que j'explique dans mon bouquin Repenser la planète, mais repenser avec un A qui est bien celui de l'action et de l'empathie. Et juste avant que nous ne prenions l'antenne, on parlait des Outre-mer. Et typiquement, cette question de l'eau, de la résilience alimentaire, à Mayotte, oui. On a travaillé en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai une pensée très très émue pour ce qui se passe à Mayotte, parce qu'on sait à quel point c'est un sujet qui est important pour assurer le quotidien. Et une autre manière que j'ai de répondre à la question, c'est que cette semaine, j'étais dans les Alpes, où on avait des inondations catastrophiques, où dans le Val d'Aoste, il y a encore de l'eau en masse. Il se trouve qu'une partie des vallées suisses ont été inondées et coupées du monde, et c'était le cas à la station emblématique de Zermatt, à laquelle on n'accède plus qu'en train, mais en fait, on n'accède plus du tout. Et là, on touche du doigt l'artificialisation des sols, on touche du doigt aussi tous les sujets qui sont liés au fait que des réglementations nationales soient en train de rétropédaler, et que par contre, localement, il y a plein de collectivités, je pense à la Fondation Montagne Sûre au Val d'Aoste, je pense également à l'agriculture paysanne, on le sait peu, qui est plus déployée en Suisse qu'en France parce que c'est une question de sûreté et de sécurité nationale qui se mettent en place. Et c'est tout ceci sur lequel on travaille patiemment. Par exemple, à Marseille, on a fait des rencontres préparatoires sur l'eau en novembre avec la métropole, et tous les acteurs de la Durance, de la vallée du Rhône étaient là. C'est pas qu'une question des grandes métropoles, mais c'est une question des partout, territoires. Oui, sur les territoires. Alors Stéphane, allez-y. Mais justement, Nicolas, l'eau, vous voyez bien, c'est quelque chose qui se répand partout. C'est difficile de trouver une frontière, c'est de savoir qui doit faire quoi, parce que finalement, vous avez vu même récemment le président Trump accuse, je ne sais plus quoi, le Mexique, je crois, de lui prendre son eau parce que il y a des barrages qui évitent, enfin qui empêchent que l'eau aille jusqu'aux États-Unis. Enfin bref. On se croirait dans un film de Dufunès. Mon eau, hein, c'est un peu ça. C'est une question qui peut créer même des conflits diplomatiques et des grands conflits dans le monde. Comment concrètement vous avez parlé, voilà, de cette eau, par exemple, que vous avez réuni toute une série de gens à Marseille autour de la Durance, de tous ces fleuves qui vont jusqu'à la mer, au Rhône bien sûr. Comment vous faites? Quelles solutions concrètes? Alors, les solutions tournent autour de quelques mots-clés. La sobriété, renaturer et une gestion démocratique. Sur la sobriété, souvenons-nous qu'en tant que particulier, que 40% de notre consommation d'eau, elle consiste à tirer la chasse. Et là, c'est de l'eau de boisson, un mot qui résonne beaucoup mieux que de l'eau potable que nous utilisons, alors que nous avons la possibilité d'utiliser des eaux usées traitées, la fameuse REUT, qui aujourd'hui génère en fait 30% des eaux qui sont utilisées dans nos pays, dans un voisin comme l'Espagne, et ça pourrait être le cas en Belgique. Et surtout, les consommateurs les plus importants sont donc, pour redonner quelques ordres des grandeurs, 20% des eaux prélevées en France le sont pour les besoins humains, 20 à 25% le sont pour l'agriculture, et 50 à 55% le sont pour l'industrie, et en particulier les centrales nucléaires de la vallée du Rhône. Donc qui ont on pourrait là tout de suite changer les choses. Nicolas, on pourrait changer quelque chose sur ce premier pan déjà, sobriété, réutilisation de l'eau. Parce que ce que vous êtes en train de prôner, Nicolas Imbert, c'est une réorganisation politique là, parce que vous donnez des rapports, des repères, vous parlez du nucléaire, c'est une volonté politique en fait. C'est politique, mais surtout c'est très concret. On a travaillé avec la communauté urbaine de Dunkerque depuis une dizaine d'années. Et à Dunkerque aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui veut s'installer sur le territoire industriel ou portuaire, et par exemple une entreprise qui fait des chips qu'on utilise tous les jours à partir de pommes de terre, doit montrer qu'elle est bien plus sobre en eau que ses prédécesseurs. Et l'entreprise à laquelle je pense utilise 10 fois moins d'eau que ce qui était communément le cas jusqu'à maintenant. Donc, quand on fixe un cadre qui est positif, quand des collectivités s'engagent, on illustre l'adage, quand on veut,
On peut. Un autre exemple pour l'agriculture. Bravo. Et je pense qu'on va l'évoquer les 2 et 3 mai dans la Drôme, mais je suis vraiment impatient de ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. Quand on fait de l'agriculture industrielle avec plein d'entrants, comme ça a été le cas dans le sud de l'Espagne où aujourd'hui on est proche de la sécheresse, comme ça a été le cas dans une partie des Pyrénées-Orientales où il y a un stress hydrique très fort, et comme ça a été le cas pour certaines productions viticoles du côté de Véziers, on dessèche les sols, on appauvrit les sols, mais on sait aussi faire de la belle agriculture régénérative avec de l'arboriculture, avec en fait des croisements de plantes qui permettent au sol de respirer, en utilisant très peu d'intrants et en recueillant un compost d'origine bio. Ça, c'est très concret. Ouais. Alors, juste avant avoir un modèle économique. Oui, juste avant d'aborder une deuxième partie, on va dire un peu plus climato, tout simplement. Stéphane Pelé. Non, justement, c'est pas le but du jeu. Les 2-3 mai 2025, donc à Saint-Sauveur, gouverné dans la Drôme. Exactement, ça, c'est la 6e étape du sommet citoyen, avant d'arriver à Lille, où on adoptera toutes ces fameuses résolutions, parce que c'est le principe de ce sommet, c'est que les citoyens, les gens de terrain, les gens des grandes associations comme Nicolas à l'instant, etc., sont capables de proposer là où les politiques sont souvent en rade. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quelle solution. Donc les 2 et 3 mai, le 2, c'est un vendredi, on circule dans de nombreuses exploitations agricoles, on va voir des spécialistes dont notamment André, que nous allons entendre tout à l'heure, quelqu'un qui a fait complètement une conversion vers tout un chemin, vous verrez, autour de la tomate et qui utilise très très peu d'eau. Et puis le samedi projection de film, débat dans la mairie de Saint-Sauveur-Gouvernet où tout le village sera rassemblé par Madame la maire pour justement débattre et montrer qu'à un moment il faut faire des choix, parce que quand on parlait à l'instant de l'eau et du partage, il faut faire des choix, vous le savez, choisir c'est renoncer, donc il faut choisir. Les vraies voix citoyennes qui se poursuivent dans un instant avec seul aux commandes ce soir Stéphane Pelé. Oui. On a une petite pensée pour Aurélie Gros, mais qui va nous revenir rapidement. Puis c'est le week-end, donc voilà. Nicolas Imbert, directeur exécutif de Green Cross France et Territoires, reste avec nous. Il a plein de choses à nous dire. Et surtout, pour vous les auditeurs de Sud Radio qui avaient plein de questions, n'hésitez pas, 0826 300 300. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Imbert a plein de réponses. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pelé. Avec nous ce soir uniquement Stéphane Pelé, on vous l'a expliqué, les co-présidents du G500 citoyens à l'origine du mouvement Idéal Citoyen sont avec nous. Stéphane, du coup, vous en profitez pour parler pour 2. Exactement. Alors attendez, j'arrive. On est sur un très très beau projet que vous maturez et que vous organisez, Stéphane Pelé, dans cette dynamique, le G500. Donc, chaque mois, une grande étape régionale autour des grands défis de notre époque. Et l'étape que nous préparons aujourd'hui est sans doute l'une des plus décisives, celle des enjeux écologiques. C'est joli, ça fait un beau lapsus. Ouais. Les enjeux écologiques et du changement climatique qui se tiendront donc le 2 et 3 mai prochain à Saint-Sauveur, gouverné dans la Drôme. Notre invité. Avec d'ailleurs Sud Radio, il faut le prévenir, nos auditeurs, qu'ils sont partenaires et donc ils peuvent même venir écouter toutes ces conférences, donc visiter des exploitations agricoles, des agriculteurs un peu vertueux justement qui tiennent compte des recommandations qu'on entendait à l'instant de Nicolas. On fait comment pour s'inscrire? On va sur votre site. On va sur le site www.idéal-citoyen avec un s.fr. C'est noté. André Bernard, agriculteur à Huchot, sera notre invité dans quelques instants. Exactement. Mais avant, Nicolas Imbert, donc, qui reste avec nous, directeur exécutif de Green Cross France et Territoires. Alors, vous allez continuer à nous expliquer toutes ces mesures, cher Nicolas Imbert, mais j'aimerais quand même vous poser une question que tout le monde se pose. Comme vous êtes hyper pointu, autant vous la poser à vous. Dans quelle mesure le dérèglement climatique est-il déjà irréversible ou est-ce qu'on peut encore agir, Nicolas? Alors, c'est justement parce que le dérèglement climatique est irréversible qu'il nous faut agir et qu'il nous faut agir ici et maintenant. On est en train de voir ce qui se passe et de mieux comprendre que les phénomènes climatiques extrêmes qu'on pensait être pour les autres, on est en train de se les prendre de face, nous aussi. J'en profite pour redire une chose, parce qu'on est peut-être un peu loin du sommet de l'Himalaya. Mais actuellement, le sommet de l'Himalaya a un déficit en eau qui est particulièrement important. Ça veut dire que vu que c'est
en fait, eux qui irriguent l'Asie, les pays asiatiques sont en train de vivre un stress hydrique qui est au moins aussi important que le dérèglement lié au cycle de l'eau qu'on vit en ce moment. Donc, on ne peut pas déconnecter en se disant les problèmes de nos voisins, ça ne sont pas nos problèmes parce que ça va devenir des problèmes géopolitiques. Et en France, parce qu'il faut rappeler, Nicolas Imbert, que l'eau est essentielle à la vie, parce qu'on pourrait très bien se dire, après tout, on va se contenter de vivre sans eau ou presque. Non, c'est impossible, hein, il faut le rappeler, c'est partout, c'est toute la vie. Et qu'a priori, logiquement, sans réchauffement accentué, on en a encore pour 2,8 milliards d'années avant que la Terre soit invivable. Mais ça, c'est logique. En revanche, pour le réchauffement climatique, on peut faire. Alors, Nicolas Stéphane Pellet, allez-y. Vous parliez tout à l'heure de sobriété, ça vous nous avez expliqué un certain nombre de mesures, et puis après vous avez parlé de renaturer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'y arrive justement. C'est-à-dire que l'eau, dans sa définition des Nations Unies, est la seule ressource naturelle nécessaire à la vie et à la vie humaine et à la vie des écosystèmes. C'est pour ça qu'on l'aperçoit dans un mécanisme de santé global, mais c'est aussi une ressource qui a le pouvoir de se régénérer. Dès lors qu'on n'en altère pas la qualité, et peut-être qu'à un moment on parlera des problèmes et des crises qui sont liés à la qualité de l'eau. Donc, les effets du dérèglement climatique, il faut se battre pour les limiter et surtout, il faut changer d'échelle dans la mise en place des solutions et arrêter de nager à contre-courant comme les politiques nationales le font depuis à peu près 9 mois parce qu'on atteint les limites de ces atteintes à l'environnement, mais concernant l'eau et concernant la biodiversité, on a une chance dans nos difficultés, c'est que si on agit maintenant, les cycles naturels font qu'on est capable d'en voir les résultats dans à 7 ans. Alors, je cite un exemple parce que c'est oui, parce que souvent on parle de l'horizon 2050 où on se dit là ça va être invivable dès 2050. Non, vous dites non. Alors, j'ai un exemple très concret. Le photographe Sébastien Salgado, qui est un photographe de cohorte international et qui vit au Brésil, a acheté une zone il y a plus de 20 ans qui était complètement aride et sur laquelle il ne poussait que 3 herbes par-ci, par-là. Il s'est mis, parce qu'il ne savait pas que c'était impossible, à replanter des arbres endémiques d'espèces différentes et complémentaires, à apporter du compost, à apporter du terreau d'une manière particulièrement massive. Et maintenant, cet homme vit au milieu d'une forêt, mais cette forêt a appris à être elle-même régénérative, c'est-à-dire à générer les propres ressources en humidité qui lui permettent d'être stabilisée et elle-même à être un refuge de biodiversité. Et alors c'est ça, renaturer ? De la même manière... Nicolas, soyez concret pour nos auditeurs justement. C'est un bel exemple de renaturation. Est-ce que c'est ça, renaturer ? Alors, on sait et on peut le faire. On est parti dans la mauvaise direction pendant 50 ans et on a considéré qu'on allait faire des processus industrieux. Mais aujourd'hui, renaturer, c'est une urgence à côté des cours d'eau et ça nous évitera tous les problèmes liés à l'artificialisation. Donc oui, il faut maintenir le zéro artificialisation nette et au contraire rendre leur liberté aux cours d'eau. On voit dans la vallée de la Vésubie, on voit du côté de la Durance et du Rhône pourquoi c'est important. Réutiliser les zones humides comme des partenaires de l'agriculture, de la biodiversité et de la vie. Et en faisant ça, on limite les maladies et les invasifs. Ça veut dire qu'on limite le besoin de traiter pour l'agriculture, mais on limite aussi tous les problèmes pour les humains des maladies vectorielles, donc de générer les conditions favorables à un prochain Covid demain ou après-demain. Et on est capable d'avoir des barrières naturelles pour tous les effets du dérèglement climatique, des îlots de fraîcheur qui nous permettront Nicolas, des îlots de chaleur, etc. Vous aviez parlé d'un troisième principe, vous parliez de l'aspect plus démocratique, entre guillemets, de cette gestion. Est-ce que ça ne l'est pas déjà à la campagne, finalement on est démocrate parce qu'on est obligé de s'entendre les uns les autres? Oui, enfin, quand on y arrive quand même. Hein, quand on y arrive. Il y a 3 millénaires, c'était en fait la démocratie et les tribunaux de l'eau qui ont permis à la Provence de se structurer, qui ont transformé une zone aride en un îlot de fertilité. Et j'explique un petit peu ça dans mon bouquin. Depuis, quand on regarde ce qui se passe, on est beaucoup plus dans un principe de polluer-payeur que de pollueur-payeur. Donc la partie financière
de la démocratie de l'eau marche sur la tête. Et par ailleurs, effectivement, chacun a le droit en tant qu'usager de l'eau de se présenter à son comité de bassin et de jouer un rôle actif sur la gestion du bassin versant dans lequel il est. Très peu de particuliers l'utilisent et beaucoup de socioprofessionnels utilisent cette instance démocratique pour faire du lobbying. Ce que vous dites ce soir, Nicolas, ce que vous dites ce soir, c'est que donc chacun des citoyens que nous sommes pourrait finalement avoir voix au chapitre sur la gestion de l'eau. Auprès de quelle instance exactement ? C'est absolument. Donc il faut s'adresser au comité de bassin et à l'agence de l'eau dont on dépend et faire acte de candidature pour siéger dans les instances. Les renouvellements sont variables par comité de bassin, mais en théorie, chacun a le droit de le faire et en pratique, on doit s'emparer, et je pense que ça fait partie aussi de cette vision qui nous unit avec Idéal Citoyen, de ce droit démocratique pour en faire un droit de l'action. Et ceux qui pensent que c'est et ceux qui pensent, s'il vous plaît, pour l'eau. Ouais, Nicolas, justement, alors ça marche aussi pour les jeunes, mais pour les citoyens. Mais ceux qui pensent que c'est peine perdue, parce que il faut bien le dire, il y a des lobbies énormes de grosses entreprises qui gèrent l'eau et qui en général ponctionnent. On a l'impression qu'on n'y peut pas grand-chose. Vous vous dites qu'en s'inscrivant, on peut agir. Vous en êtes sûr ? Absolument. Et à tel point que, par exemple, des communes, des métropoles ont installé une tarification progressive de l'eau. C'est le cas aussi pour l'ensemble du royaume du Maroc où il y a un problème de stress hydrique très important, où pour chaque personne, plus on consomme de l'eau, plus le prix du mètre cube, à commencer du premier mètre cube, est important. Avec un minimum garanti qui a un accès gratuit parce qu'il correspond aux droits humains. Et il faut rappeler que le droit à l'eau est un droit qui est inscrit en fait parmi les droits humains essentiels de base, et garanti par la Charte de l'environnement à valeur constitutionnelle en France. Et donc, on peut faire valoir son droit à une eau de qualité, à ne pas se laisser polluer et à ne pas se laisser piller la ressource par d'autres usages. Et j'attirerai votre attention sur autre chose. Et ce sera notre conclusion. Comme des gros méchants, les multinationales qui mettent à disposition de l'eau, mais il y a beaucoup d'utilisateurs de l'eau qui ont un usage trop intensif, alors qu'ils pourraient être sobres. Et en apprenant les bonnes pratiques tous ensemble, on peut aller de l'avant et c'est ça aussi, repenser la planète avec un A. Nicolas Imbert, directeur exécutif de Green Cross France et Territoires. Vous serez évidemment, Stéphane, voilà. je vais le dire, vous inquiétez pas, vous ne me faites pas confiance, Stéphane. Vous voyez comment vous êtes. Hein, je suis pourtant avec le pape de la radio ce soir, Frédéric Brindel. En ce 21 avril, on rappelle les enjeux écologiques du changement climatique qui se tiendront les 2 et 3 mai 2025 à Saint-Sauveur, gouverné dans la Drôme. Le parc des naturels des Baronnies, magnifique. On aura des agriculteurs de Veynes dans les Alpes, de Cré dans la Drôme, de Huchot. Tout à l'heure, on y va d'ailleurs rejoindre un agriculteur. On aura donc Nicolas Imbert, en effet, qui sera le modérateur de ces 2 journées et du débat, donc qui se terminera dans modérateur, il n'est pas du genre à modérer, il y va à fond. Hein. Merci. Exactement. Merci Nicolas. Évidemment, Stéphane, vous nous avez alléché puisqu'on va parler agriculture. Et là, cette fois-ci, c'est votre moment, le G500, les vraies voix citoyennes. On va rejoindre André Bernard. Ouais, vraiment, on y arrive. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme nous sommes le lundi de Pâques, eh bien c'est avec Stéphane Pellet, mais pas avec Aurélie Gros. Mais elle reviendra bien sûr lundi j'ai eu prochain. Droit à des chocolats, moi. Ah voilà, bah oui, des beaux chocolats que nous avons. Bon, vous êtes tous les deux. Je vous en prie, vous êtes tous les deux co-citoyens du G500 à l'origine du mouvement Idéal Citoyen. Vous donnez la parole à ceux qu'on entend peu, mais qui agissent beaucoup et qui agissent déjà. Ce soir, vous souhaitiez, Stéphane Pellet, parler de ce qui nous relie tous, la terre que nous habitons, cultivons ou transformons. Exactement. Et sachez que la France a perdu 100 000 exploitations agricoles en 10 ans, soit près d'un quart de ses fermes. Mais derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes, des territoires, dont André Bernard, notre invité qui porte cette voix sur le terrain, celle d'un agriculteur enraciné, lucide, qui a vu l'évolution de son métier. André Bernard, agriculteur à Huchot dans le Vaucluse. Bonsoir André Bernard. Bonsoir monsieur.
Soyez le bienvenu. Oui. Soyez le bienvenu. On est en pleine forme et vous allez l'entendre, Stéphane Pelé aussi, qui a plein de questions à vous poser. Parce qu'André Bernard, il habite un beau département, le Vaucluse, même si tout à l'heure on parlera de la Drôme, du débat qui va se tenir et d'ailleurs auquel il participera d'une certaine manière, parce qu'on visitera son exploitation. Mais André Bernard, il la connaît, la terre, les saisons, les contraintes agricoles et puis aussi les grandes mutations. D'abord parce qu'il a été, donc il est toujours agriculteur, mais aussi il a été président de la Chambre d'agriculture PACA, je crois, c'est ça, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on a envie de vous demander, André Bernard, ce soir déjà pour démarrer, dites-nous d'ailleurs où vous êtes exactement, racontez-nous où est Huchot, même si moi je connais Huchot, le vin notamment excellent. Et oui, s'il y a du vin, vous connaissez, Stéphane. Allez, parlons d'Huchot, allez-y André Bernard. Dites-nous où c'est, qu'est-ce que vous faites comme beau métier? Alors, Huchot, c'est une commune qui est située dans le nord Vaucluse, au nord d'Orange, à la proximité de la vallée du Rhône, qui est effectivement une commune très viticole, mais pas que, et puisque moi j'ai la particularité de ne pas être viticulteur. Je n'ai jamais cultivé de vigne, et j'arrive à l'âge de la retraite, j'ai 67 ans, je sors progressivement du métier d'agriculteur, même si je reste encore les pieds dans la terre, et ça fait du bien de marcher dans la boue de temps en temps. J'étais pas plus tard que ce matin dans une irrigation pour changer des vannes, donc voilà, on continue quand même. J'ai 47 ans de responsabilité syndicale, puisque j'ai commencé aux jeunes agriculteurs dans les années 75, et que je viens de sortir de la présidence de la Chambre régionale, qui est le dernier de mes mandats en responsabilité, en même temps que je sois j'étais vice-président national des chambres d'agriculture France. Et en tant qu'agriculteur, André Bernard, alors vous ne faisiez pas du vin, que faisiez-vous? Alors moi j'ai toujours produit des légumes, des céréales et des semences. Alors des légumes avec une particularité d'être producteur de tomates à destination de l'industrie, c'est-à-dire tout ce qui fait les sauces, les ketchup, les tomates cubetées, les tomates cerises qui ont coupé sur les paellas. C'est notre activité principale et il y a toujours eu de la tomate sur l'exploitation. Il y a toujours eu quelques hectares de céréales avec des variantes plus ou moins fortes. L'exploitation, au fil des ans, a effectivement évolué. La surface est plus importante aujourd'hui que ce que l'était quand j'ai démarré. Parce que j'ai démarré sur 6 hectares que j'ai repris moi en m'instalant. Et avec mon père, on avait 10 hectares. Donc c'était une petite exploitation. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, elle est 10 fois plus importante puisqu'elle fait à peu près 150 hectares. Ah oui, quand même, oui. Mais sur lequel on fait des tomates industrie, on fait des semences, on fait des plantes aromatiques, on fait de l'ail. Et on fait depuis maintenant 6 ans de la production sous serre photovoltaïque, du maraîchage, c'est-à-dire des légumes que nous vendons quasiment tout en circuit court, puisque ma belle-fille a un camion magasin, elle fait des tournées, elle fait sur des marchés de producteurs, elle organise des marchés à la ferme. Et pratiquement toute la production de légumes qui est faite. Là on est vraiment au plus près de la production, avec le petit camion qui fait klaxon. Stéphane. Et à 19h36, en plus à 19h36, ça donne un peu faim. Mais dites-nous, André Bernard, justement, vous avez évoqué quelque chose qui est essentiel. Vous avez dit, moi j'ai démarré avec quelques dizaines ou un peu plus d'hectares, là j'en suis à 150. C'est quand même un peu ça l'évolution qu'on voit. C'est que les exploitations ont grandi, le nombre d'exploitations, les terres sont restées quand même cultivées, ou quel regard vous portez d'ailleurs sur l'évolution du métier d'agriculteur dans ces 20 dernières années? Je dis 20, mais bon, 30. Il dit 20 parce qu'il pense à quelque chose d'autre, c'est pour ça. Le métier d'agriculteur ne cesse d'évoluer, d'être bouleversé. Nous devons en permanence essayer de comprendre vers où va le marché, vers où nous amènent les réglementations, que nous impose le changement climatique. Comment on rentre tout ça dans la moulinette, c'est le cas de dire, pour arriver à faire que nos exploitations doivent rester rentables pour être... Alors attendez, quand on dit il y a une exploitation, oui, j'ai mon fils et j'ai mon petit-fils derrière. Et on a des jeunes qui sont sur l'exploitation. Mais ça, c'est ma beau, belle-fille. Il n'y a pas qu'une personne. Hein. Justement, l'objectif de cette diversification et de ces cultures-là, c'est de permettre... de faire travailler du monde et d'arriver à être présent sur plusieurs types de marchés, c'est-à-dire le marché de proximité avec des légumes vendus directement, le marché de la filière structurée que sont les semences et que sont les produits transformés avec des contrats avec des industriels, en travaillant avec la loi Egalim pour les contrats, avec des organisations de producteurs, être capable d'aller chercher
les fonds européens qui se dégagent pour accompagner l'agriculture. Donc c'est vaste, hein, Stéphane, hein, quand même. André Bernard, vous vous rendez compte de tout ce que vous venez de décrire là en quelques minutes? Vous êtes un vrai chef d'entreprise, vous jonglez avec toutes ces réglementations. Est-ce que ça n'a pas quand même grandement fait changer le métier de paysan, comme aurait dit... Je ne sais plus quel humoriste qui parlait de pauvres paysans. Alors, sous-entendu, ceux qui peuvent se développer, qui deviennent gros, prospèrent, et les autres ont du mal. C'est ça un peu derrière la question, Stéphane Pellet. Nous restons une toute petite exploitation. C'est pas la taille qui compte. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le marché dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a plusieurs types d'exploitations. Effectivement, on peut avoir des petites exploitations, et elles ont tout à fait leur place quand on est en ceinture verte, avec 2-3 hectares de maraîchage, avec quelques serres, faire la vente directe. Ça, c'est un type d'exploitation. Mais nous sommes sur les deux créneaux. C'est-à-dire, il y a ce marché-là, mais nous sommes d'abord et avant tout une exploitation qui est tournée vers la souveraineté alimentaire de ce pays, parce que tout ce que nous produisons, aujourd'hui, on l'importe à 90-95%. On importe 90% de nos tomates, on importe 95% de nos légumineuses alimentaires, on importe 95% de nos plantes aromatiques, on importe notre céréale blé dur pour faire des pâtes. Voilà. Donc le seul secteur où on est exportateur, c'est les semences. Parce que là, c'est de la technologie. Et on a besoin, sur des exploitations de notre taille, de cultures que je vais qualifier à haute technologie et à haute valeur ajoutée, pour dégager des revenus. Ça fait vivre quand même pratiquement 10 personnes, l'entreprise. C'est ça, c'est une entreprise. Alors justement... Tout à l'heure, vous disiez, ou même à l'instant, que pour toutes ces tomates, enfin toutes ces formes-là, on a beaucoup d'importations françaises. Vous pensez qu'on pourrait faire beaucoup mieux, tout en respectant, on va dire, l'environnement, l'écologie, enfin bref, le respect de toute une série de normes, où on n'y arriverait pas tout simplement parce que c'est pas compatible avec ces normes-là? Je pense, et c'est ce à quoi je travaille, en tant que responsable, pour relocaliser, redévelopper un certain nombre de filières dites alimentaires de première nécessité, du blé dur, de la sauce tomate, des plantes aromatiques, des légumineuses, du légume produit de façon, je dirais, sur des surfaces importantes, pour répondre au marché du frais ou au marché de la transformation. Parce que de plus en plus, nos produits, quand ils sortent du champ, passent par une étape d'allotissement et de transformation avant d'arriver chez le producteur. Il y a le circuit court. Écoutez, je ramasse ma cagette. Ce matin, je suis allé ramasser quelques fraises et on les a livrées à midi. Ça, c'est du circuit court. Mais quand je dois aller, vous touchez vous en tant que consommateur. Si vous êtes en région parisienne, je ne vais pas y aller avec mon plateau et ma voiture. Il faut que je passe par un circuit. Et de plus en plus, la production, elle est transformée, ce qui permet aux consommateurs de la trouver à un prix plus raisonnable que le produit frais et de façon plus économique à l'usage derrière. Donc, alors, c'est-à-dire qu'on perd en qualité ou quoi, André Bernard? C'est ce que vous nous dites, non? Il faut arrêter de penser qu'un produit, parce qu'il a été transformé, perd de la qualité. C'est faux. Ça, c'est bien, déjà. Parce qu'un produit qui est transformé dans les heures qui suivent la récolte, qui a été cultivé au moment où la nature permet de le produire dans les meilleures conditions, il y a deux solutions. Soit vous produisez en contre-saison, vous chauffez, comme ça, soit vous produisez en plein champ, sous les meilleures conditions possibles, et à un moment donné, vous récoltez au stade optimum de maturité, et vous surgelez, ou vous transformez, ou vous déshydratez. Et vous gardez la saveur des produits. Et aujourd'hui, donc il faut mener les deux. Il y a le marché pour les deux produits, du stabilisé, du transformé, qui va sur le grand marché, qui va dans la grande distribution, en étant passé par des étapes de transformation. Alors, il faut faire attention entre le produit transformé, stabilisé, ce que nous faisons nous, et les produits ultra transformés, qui sont un assemblage quelquefois dans lequel on retrouve du sucre, du sel et d'autres adjuvants, qu'on n'a pas forcément besoin pour faire une alimentation. Alors, Stéphane Pellet, on va bien sûr dans une deuxième partie revenir à notre sujet, parce que rappelons-le, c'est l'eau, c'est le réchauffement climatique. Mais c'était important avec André Bernard de parler de cette situation et de son activité. Qu'attendez-vous d'André Bernard à Stéphane Pellet, notamment pour les enjeux écologiques et du changement climatique là, on va revenir avec lui dans quelques minutes, mais tout de suite là, dans cette première partie, André Bernard, si vous avez un message aux décideurs pour continuer à travailler comme vous le faites avec cette qualité, c'est quoi le mot d'ordre? Je dirais qu'il faut que les politiques et les administrations fassent comme les vendeurs de quelque chose qui ont quelque chose à vendre.
les gens qui mettent sur le marché des produits, ils écoutent les clients. Que nos décideurs politiques et nos administrations écoutent les paysans qui parlent en connaissance de cause et qu'on se mette d'accord sur l'objectif qu'on veut atteindre, mais qui nous accompagnent dans ce que nous demandons. Très souvent, on voit arriver des mesures qui ne sont pas adaptés. Exactement. Donc, résultat, le dialogue. Et on rappelle que vous êtes l'ancien président de la Chambre régionale d'agriculture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors Provence Sud, il y a plusieurs appellations. André Bernard, vous restez bien avec nous. On va vraiment avec vous rentrer dans le vif du sujet des conséquences autour de l'eau dont vous, les agriculteurs, avez tellement besoin. Où en sommes-nous? C'est le temps vraiment de se retrouver. Stéphane Pelé ne bouge pas, il a affûté ces questions. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Un lundi particulier, bon retour de week-end de Pâques. Si vous nous écoutez sur Sud Radio, on prend le temps, vous savez, avec les vraies voix citoyennes et puis les deux coprésidents du G500 citoyens, on parle de questions mais concrètes. Alors, sans Aurélie Gros ce soir, mais avec Stéphane Pellet, et oui, bien qui sûr. ne fait jamais de repos, en fait, de long week-end. Moi, je n'arrête pas. Bon, ce soir, nous partons. Un peu comme André Bernard, moi aussi, tout le temps sur le terrain. Alors, André Bernard, justement, il est notre invité. Il est agriculteur à Huchot, dans le Vaucluse, ancien président de la Chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il nous éclaire parce que ce soir, la question, c'est le réchauffement climatique, c'est l'eau. La France a perdu 100 000 exploitations agricoles en 10 ans, soit près d'un quart de ses fermes, parce qu'il y a ce réchauffement climatique, parce qu'il y a moins d'eau, et puis parce qu'il y a tout un tas de facteurs dont Alain Bernard nous a parlé. André. Mais Alain Bernard, oui, alors, dès qu'on parle d'eau, c'est le problème. C'est-à-dire que c'est quand même un champion olympique de natation, donc si on parle d'eau, moi, ça sera Alain Bernard. Voilà, c'est ce qu'on appelle du vrai lapsus révélateur. André Bernard, une question très concrète. Est-ce que vous, qui représentez le monde agricole, vous sentez les effets de ce réchauffement climatique? Parce que on entend beaucoup ce message politique de ceux qui, évidemment, agissent, et c'est heureux. Mais vous, les agriculteurs, vous le sentez, ce réchauffement? Vous le sentez, cette carence d'eau? Alors effectivement, les précipitations sont plus qu'elles étaient à une époque, et encore que là, depuis 2024-2025, on a des précipitations sur notre région qui sont redevenues quasi normales. Mais l'eau, chez nous en Provence, elle a toujours été difficile à avoir, et elle a toujours été gérée. Nos anciens, les papes ont fait les canaux, malheureusement le pape vient de décéder aujourd'hui, qui a son âme, mais les papes, quand ils sont venus à Avignon, ont creusé les premiers canaux d'irrigation. André Bernard, on rappelle, puisque vous nous faites la minute historique, pendant un siècle, au XIIIe, XIVe, les papes ont résidé à Avignon et non pas à Rome. À Avignon. Voilà. D'où la cité des papes. Continuez, cher André Bernard. Voilà. Donc, ils sont venus, et avec leur culture de l'eau, qui est propre aux Italiens, aux pays méditerranéens, l'Espagne, le Maghreb, on sait domestiquer l'eau, parce que cette eau, elle est là, elle tombe de façon abondante, mais pas forcément quand il faut. Et elle n'est pas là où il faut quand on en a besoin. Donc, les papes ont créé des canaux. Adam de Craponne a fait d'autres canaux. Napoléon a fait un certain nombre d'aménagements importants. Le canal de Carpentras, dont je suis le président, va fêter ses 170 ans dans 2 ans. Très bien. Et ça a permis d'irriguer le Vaucluse. C'est de l'eau qui est dans la Durance, que l'on transporte à l'intérieur des terres. Et nos grands-pères ont fait, entre 1900 et 1950, les grands aménagements de la Durance, que sont le Cerf-Ponçon et le Verdon, qui met notre région à l'abri des événements de sécheresse importants, puisque notre région est celle qui émarge le moins aux calamités agricoles pour la sécheresse. Ouais, ça c'est intéressant, parce qu'il y a un savoir-faire, justement. Oui, mais oui, on sait stocker l'eau quand elle tombe. Elle est retenue. Alors, elle tombait avant, on avait plus de neige, aujourd'hui on a moins de neige, donc il faudra pouvoir sûrement en stocker plus que ce qu'on en a stocké, ce que nos grands-pères ont fait. Et je voudrais quand même, vous avez dit tout à l'heure que l'agriculture consommait beaucoup d'eau. Mais il faut voir une chose, il tombe 350 milliards de mètres cubes d'eau sur notre territoire national. Nous sommes capables d'en stocker 15, et l'agriculture en consomme 3,5. C'est-à-dire l'agriculture consomme 1% des précipitations. Et on est capable d'en stocker 5%. Le véritable défi
que nous avons devant nous, que nos politiques et toute l'opinion publique doit comprendre, parce que nous consommons de plus en plus d'eau. Vous buvez 3 litres d'eau par jour, vous en consommez 150 litres à usage parce que la machine à laver, le linge, la douche, la fosse septique et tout ça, vous en consommez 150 litres. Vous en mangez 2500 parce que quand vous mangez une biscotte, avant d'avoir d'être une biscotte, il y a eu de l'eau pour la faire pousser. Et vous en portez 2000 à 2500 par jour, c'est-à-dire vous en consommez 2500 pour la nourriture et vous en consommez 2000 à 2500 litres pour tous les autres usages parce que nos habits, nos usages, nos refroidissements de nos serveurs et tout ce qui s'ensuit, c'est fait avec de l'eau et c'est de l'énergie. Donc nous consommons un peu plus de 5000 litres d'eau par jour chacun. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Le climat ne nous apporte pas l'eau de la façon comme il la faudrait tous les jours quand on en a besoin. Donc à nous de mener de véritables politiques d'aménagement. Et de stockage notamment. Alors après, permettez-moi quand même de dire aussi que sur 40 ans, moi j'ai commencé en 82, nous sommes passés à ce qui s'appelle l'irrigation localisée, avec des tuyaux de goutte à goutte que nous mettons au pied des plantes pour apporter la quantité d'eau quand il faut. Et nous avons réussi à diminuer par 10 le volume d'eau que j'utilisais quand j'avais 10 ans avec ma pelle par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais justement, André Bernard, désolé, je vous coupe, ça se fait pas, mais ça peut. Est-ce qu'il n'y a pas aussi entre disciplines agricoles, il n'y a pas des choix à faire? Je vous donne un exemple qui est comme ça, qui n'est pas dans la Drôme ni dans le Vaucluse. Dans l'Isère, vous savez, il y a l'exploitation des noyers. Par exemple, et en fait, pour faire pousser ces grands arbres, ces noyers, il faut beaucoup d'eau, et donc les paysans, les agriculteurs entre eux, ils ont des conflits, c'est-à-dire que ils sont pas d'accord qu'on mette toute l'eau, par exemple, sur les noyers, mais qu'on préférerait les mettre, comme vous faites, avec du goutte à goutte et des choses comme ça. Comment on fait pour trancher ces différends d'une ressource qui, comme vous l'avez dit, quand même, reste difficile à stocker? Premièrement, l'eau, pour moi, il y a 3 mots majeur. L'eau, il faut que je puisse l'économiser. Quel que soit mon usage, je dois d'abord l'économiser. Ça, c'est une démarche citoyenne. Bravo. C'est une démarche citoyenne à tous les niveaux. Mais l'agriculteur que je suis, je vais l'économiser par des pratiques de changement de pratiques agricoles avec des couverts végétaux qui vont permettre de stocker plus d'eau dans le sol, de certaines rotations de cultures qui vont améliorer les choses, et de l'irrigation sophistiquée, localisée, avec des tuyaux, et maintenant avec des sondes qui permettent de déclencher l'irrigation. Pour vous montrer un exemple, on arrose en moyenne 4 heures par jour les tomates en pleine saison. Avec des sondes capacitives, je peux descendre à 4 fois une demi-heure. Mais 4 fois une demi-heure, c'est 2 heures, c'est la moitié moins. Et oui. Seulement ça nécessite des investissements importants, que je sois sûr que l'eau est dans le réseau au moment où la sonde va biper. Parce que si quand la sonde bip, il n'y a pas l'eau dans le réseau, ma plante le crève. Ouais, c'est mort. Donc j'en prends encore plus. Donc, il faut que ce soit sécurisé. Et quand je l'ai économisé, sécurisé, je peux la partager avec les autres usagers et mes collègues agriculteurs qui n'ont pas d'eau. Voilà, donc ça c'est l'économie, c'est un des 3 mots. Alors le deuxième. Mais non, mais l'économie, je l'économise, je la sécurise, et après je peux la partager. D'accord. Voilà. Non, ça c'est une chose. Après, en tant que responsable, parce que même si j'ai fini président de la Chambre régionale, j'ai passé un certain nombre d'étapes avant dans le département, à la FDSEA et à la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Et nous avons mis en place, il y a maintenant une quinzaine d'années, un OUGC, organisme unique de gestion concertée de l'eau, c'est-à-dire que tous les agriculteurs déclarent leur forage, déclarent leur volume prévisionnel, bassin versant par bassin versant, en fonction de la ressource disponible. On considère que l'agriculteur peut accéder à ce qu'il demande, ou éventuellement il faut faire des répartitions. Et pour arriver à répondre au changement climatique que vous avez évoqué tout à l'heure, avec des coups de chaleur plus importants, avec des précipitations moins régulières, il faut des aménagements pour amener l'eau qui est dans la Durance ou dans le Rhône. Le Rhône, pour prendre une ordre de grandeur, l'ensemble de tous les prélèvements agricoles sur le Rhône, c'est 1 jour de débit du Rhône. C'est-à-dire qu'à partir du 2 janvier
jusqu'au 31 décembre, on regarde passer l'eau. Eh oui, d'accord. Sous les plombs. Il faut dire que le Rhône est le plus gros fleuve français, le plus tumultueux aussi, bien sûr. Donc, Stéphane Pelé, abordons les questions, alors là, stratégiques. Oui, en tous les cas stratégiques, mais aussi qu'on débattra. Il faudra que vous nous donniez aussi, vous, votre avis de citoyen, n'est-ce pas, parce que vous serez au débat avec nous, mais si les jeunes, c'est ça qui est essentiel. Le débat le 2 et 3 mai à Saint-Sauveur-Gouvernay, dans la Drôme. Dans la Drôme, pas loin de chez vous, donc voisine. Mais il y a une question essentielle, moi, j'en ai qu'une finalement, cher Frédéric. C'est les jeunes, là, pour leur donner envie de s'installer, envie de reprendre et pas être simplement les successeurs déjà connus. Qu'est-ce que vous leur diriez? Ça serait quoi votre message à des gens qui voudraient s'installer? Je ne parle pas de vos propres enfants, bien sûr. Alors que le métier d'agriculteur, c'est un métier passionnant, exaltant, mais qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. D'abord par la rémunération, et très souvent par les critiques qui sont portées au monde agricole. Arrêtons de critiquer les paysans et reconnaissons à sa juste valeur le travail des paysans dans le produit qu'on achète. La critique est souvent justement sur les questions écologiques. D'ailleurs, c'est ça qui est fou, parce que quand on vous entend parler, vous êtes terriblement concerné par l'écologie. Il est très écolo. Mais il y a des gens, vous savez, il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Moi, je ne parle pas d'écologie, mais je fais de l'environnement. C'est ça. C'est tout. Voilà. Je produis de l'énergie, j'économise de l'eau, je revois mon système de culture pour avoir des assolements plus raisonnés. On va développer l'agriculture régénérative sur notre secteur pour qu'effectivement, nous puissions répondre à la demande alimentaire de notre pays et de notre planète. Parce que c'est bien gentil de réduire la capacité de production par des règles absurdes et de se tourner vers l'importation de pays qui ont moins de potentiel que nous, moins de ressources que nous. André Bernard, votre message en fait aux jeunes, c'est tout simplement, c'est si vous aimez la terre, si vous aimez l'environnement et l'écologie, devenez agriculteur finalement d'une certaine façon. Oui, mais il faut que nos politiques, il faut que la société, que le consommateur consente à mettre les bouts de centimes d'euros qu'il faut en plus sur un produit quand il achète en tant que consommateur, et que la chaîne de la valeur permette de le faire redescendre aux paysans. Aujourd'hui, la valeur, le produit agricole, c'est 3 à 4% dans la dépense des Français. Voilà. Merci beaucoup André Bernard, agriculteur à Huchot dans le Vaucluse, 84. 84 et donc merci Stéphane Pelé. Au moment où nous allons accueillir. Non mais ça vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, mais rappelez-nous. Donc c'est enjeu écologique. Allez-y. Le 3 mai, le 2, on visite beaucoup d'exploitations agricoles, dont celle d'André Bernard, mais aussi la maison Boutarin avec Stéphane et Fanny Boutarin, qui sont agriculteurs à Cré dans la Drôme, qui sont membres de l'association Agri Demain. On voit aussi Marc-Antoine Forconi, et vous aussi vous l'êtes, d'accord, agriculteur permacole, référent écosystème, et puis tout ça fait une belle caravane qui arrivera jusqu'à la petite mairie de Saint-Sauveur-Gouvernay, toute petite commune, 400 habitants. 2 et 3 mai. Est-ce que vous voyez que pour 400 habitants, il y a déjà 250 inscrits pour le débat du samedi soir? On multiplie par 2. Alors, on multiplie les pains, on multiplie l'eau et on multiplie les essais. François Trio. Bonjour Frédéric Brindel. Quel bonheur de vous voir. C'est incroyable, vous n'avez pas changé. Vous non plus. on peut le dire, on a un souvenir tous les deux au jeu de Pékin où on finit complètement nu au milieu des handballeurs et ça nous reste à vie. À chaque fois qu'on se retrouve, c'est comme ça. Écoutez, François, on va bien voir les photos. Que de belles choses. Oui, il y a des vidéos. Que de belles choses en top 14 encore. Il y a eu le Classico. On a vécu effectivement un beau week-end. On va en reparler bien sûr avec nos consultants Johan Huget et Philippe Spanghero, bien évidemment. Puis on va parler aussi de rugby féminin, puisque c'est la finale qui se profile du tournoi des 6 nations. Contre les Anglaises. Contre les Anglaises, avec le co-sélectionneur du 15 de France, David Ortiz, qui sera avec nous. Et puis on aura également un focus sur Lucien Mias, légende du rugby français. Voilà, il y a une biographie qui est sortie et Gilles Navarro, son auteur, sera avec nous, parce que c'est vrai que c'est bien aussi de perpétuer cette histoire de ces légendes du rugby. Dr Pack, on l'appelait, on va mieux comprendre pourquoi. Et voilà, c'est ça. François, on apprend des choses. On est déjà prêt, prêt. Mon cher François Trio. Allez, il y a toute l'équipe. Je vois Philippe Spanghero. Il est toujours aussi beau ce garçon. Il est énervant. Merci Maxime Sénat, notre réalisateur. Je vous laisse bien sûr demain retrouver Philippe David. C'était un plaisir de passer. Alors ce jour, lundi de Pâques, si particulier, mais on y était. Merci. Allez, tout de suite le rugby. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.